Ce soir, nous allons vous raconter l'histoire de l'Union des Comores, un archipel de l'océan Indien longtemps marqué par la colonisation française. Et le symbole de cette emprise, ce fut à l'époque la société Bambao. Elle a dominé pendant un demi-siècle la vie économique et sociale. En quelques décennies, elle a réussi à mettre la main sur l'ensemble des domaines coloniaux, mais sans que cela ne profite réellement à la population. Voici Bambao, Reine des Comores, un documentaire de Denis Butner. À l'entrée du canal du Mozambique, dans l'océan Indien, voici l'archipel des Comores et ses 4 îles. Grande Comore, Mohéli, Anjouan et Mayotte. Colonie dirigée par des planteurs et négligée par la France, les Comores ont été plus d'un siècle durant le théâtre de rocambolesques histoires, mêlant faits de guerre, trahison, histoire d'amour et opportunisme colonial. Cette région était entièrement la propriété de Bambao. Je peux dire que presque la superficie de la région était accaparée par le colon. La société coloniale Bambao était la plus puissante, à mon avis, jusqu'en 1960. C'est ici, à proximité du village de Bambao, à Anjouan, que s'installe en 1907 la Société coloniale de Bambao. Si ces bâtiments vétustes ne donnent à voir aujourd'hui que l'effondrement de son empire, la société a incarné jusqu'à l'indépendance la toute-puissance coloniale. Le domaine de Bambao, l'ancien domaine du sultan Abdallah d'Anjouan, a été racheté par un parfumeur de Grasse, M. Chiris, qui voulait y faire des plantes à parfum. C'était jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale une entreprise pratiquement à monopole. Les Chiris ne sont pas les premiers colons à venir s'installer aux Comores. Après plus de 400 ans de présence arabe dans l'archipel, c'est en 1841 que débute la colonisation française. Alors les Européens s'installent à Mayotte en 1841. À ce moment-là, les marins français qui avaient perdu l'île de France, qui avaient perdu l'île Maurice au traité de Paris en 1814, cherchaient une compensation à la perte de Port-Louis de Maurice. C'est cette compensation, ils ont cru la trouver à Mayotte. C'est comme ça qu'ils ont négocié l'acquisition de Mayotte. Mayotte est devenue française juridiquement en 1841, mais on en a pris possession officiellement qu'en juin 1843, 2 ans après. Et presque aussitôt, les intérêts coloniaux, notamment basés à La Réunion, se sont manifestés en faveur de Mayotte. Cette acquisition a été conduite par un envoyé du gouverneur de La Réunion qui contournait Madagascar à la recherche d'une position côtière, d'un point d'appui pour la marine, qui a d'abord négocié l'acquisition de l'île de Nosy-Bé, qui est toute proche de la côte malgache, ceci le 14 juillet 1840, et la reine de Nosy-Bé, la reine Sakalave de Nosy-Bé, a indiqué aux Français que son oncle, le sultan Andrian Soli, le sultan de Mayotte, était tout disposé également à vendre son île. Les Français sont allés voir à Mayotte, et c'est comme ça qu'est intervenu, après quelques pourparlers, le traité du 25 avril 1841, au terme duquel Andrian Soli cédait son île à la France. Le traité suivant, négocié par le capitaine Passot, l'envoyé de M. de L, gouverneur de Bourbon,
a été conclu entre son Altesse Adrian Souli, sultan de Mayotte, et le gouvernement français. Article 1er. Le sultan Adrian Souli cède à la France en toute propriété l'île de Mayotte qu'il possède par biais de conquête et par convention et sur laquelle il règne depuis 13 ans. À cette époque, les Comores deviennent un enjeu stratégique pour les puissances coloniales en présence. L'Angleterre, forte de sa suprématie maritime, et la France, à la recherche de nouvelles escales, se disputent le contrôle de la route des Indes. Je crois que les Anglais n'étaient pas très désireux d'acquérir des îles ou des territoires dans ces parages. L'île qui les intéressait et dans laquelle ils ont établi leur influence, c'est Anjouan. Accueilli par le sultan Salim II en 1847, William Sunley, un jeune aventurier de 26 ans, est nommé consul d'Angleterre à Anjouan en 1850. Il ne tarde pas à devenir l'une des figures majeures des colons planteurs de l'archipel des Comores. Depuis la prise de possession de Mayotte par la France, le sultan Salim a voulu renforcer ses relations avec l'Angleterre. Bon, ainsi, il a permis l'installation de Senley, qui a pu avoir une concession à Pomoni de 5000 hectares. Et Senley est devenu assez puissant que le sultan, et que Pomoni était considéré comme étant la capitale de l'île. À la mort de Salim II, en 1855, son fils, Abdallah III, lui succède. Prenant rapidement ombrage de la puissance nouvelle de William Sunley, il favorise la venue d'un autre colon, l'Américain Benjamin Wilson. Wilson avait eu la confiance d'Abdallah. Donc Wilson est devenu son secrétaire particulier. Donc Wilson, vu la réussite de Senley, et aussi Abdallah qui commence à s'émerger, Wilson a voulu aussi avoir de terrain. Donc Abdallah lui avait consenti le cirque de Paty de 2000 hectares. Le docteur Wilson n'avait pas un sou vaillant, ce qui fait qu'il s'était lui aussi considérablement endetté. Ses relations avec le sultan sont devenues franchement très mauvaises. Il était endetté envers le sultan et il essayait de discréditer le gouvernement du sultan dans l'espoir que les Français déposent Abdallah, n'est-ce pas, et établissent leur protectorat, ce qui aurait été tout bénéfice pour lui, parce que ça aurait oblitéré ses dettes envers le sultan. Quelques semaines après la mort d'Abdallah, une révolution éclate à Anjouan, c'est-à-dire que les esclaves et les paysans pauvres de la cuvette, ceux qu'on appelle les gens de la brousse, ou Amatsara, font cause commune, se révoltent contre le sultanat. En tout cas, il y a une formidable révolution qui embrase l'île d'Anjouan. Les Français vont mettre sur pied une expédition militaire pour venir à bout de cette révolution d'Anjouan. Le terme de révolution n'est certainement pas trop fort. Ils ont installé comme sultan le vieux prince Saïd Omar el-Massélah, qui vivait à Mayotte et qui était un client de longue date des Français. C'était un vieil homme, il a régné pendant environ 1 an et est mort l'année suivante, donc il a été remplacé par son fils Saïd Mohamed, qui n'a été qu'un figurant au service des Français. À cette époque, les Comores ont à leur tête un ensemble complexe de sultanats, vestiges des invasions arabes. Chaque île est dirigée par un, voire plusieurs sultans locaux, faisant de l'archipel une zone divisée et vulnérable. À Moélie, le pouvoir est aux mains de la reine Djoumbé Fatima.
Ce village, c'est Mirereni, une localité que je détermine moi comme atypique à Mouéli, étant donné que cette localité a été créée par Ramane Taka, sultan de Mouéli. C'est le village natal de la reine de Mouéli, Djoumbé Fatima, qui a signé les fameux traités avec Joseph Lambert. C'est une romance, c'est la romance de Lambert et de la jeune reine Djoumbé Fatima. Le personnage de Lambert est sympathique. C'était un aventurier, une espèce de Don Quichotte. Il a passé avec elle un traité commercial en 1865 et la reine lui a concédé toutes les terres qu'il voudrait prendre, à l'exception des terroirs des villages. Et il pourrait y faire du sucre. Alors Lambert était un beau parleur, il a séduit la jeune reine, disant qu'elle aurait 10% des bénéfices de la compagnie qui restait à créer. Lambert n'a pas fait beaucoup de sucre, il a fait beaucoup de politique. Moi, ce que je pense surtout, c'est que la reine Fatima, même si elle était un peu instruite en français, elle ne maîtrisait pas la langue de Molière et qu'elle a été un peu roulé, entre guillemets, par cet aventurier qui l'a berné, qu'il va civiliser les Mouéliens, qui va donner un essor économique sans précédent et que le sultanat va être riche et la sultane aussi aura beaucoup d'argent. Après est venu le temps des orages, la jeune reine s'est aperçue qu'elle avait été plus ou moins bernée. Je ne dis pas bernée d'ailleurs, parce que Lambert croyait probablement à ses promesses, même s'il était seul à y croire. C'est la rupture. Elle essaie de dénoncer le traité avec Lambert, en abdiquant en faveur de son fils, mais les Français n'admettent pas cette rupture, si bien qu'en 1867, deux navires de guerre viennent bombarder la petite ville de Fondoigny, qui est la capitale de Moélie. Les Moéliens voient un colon qui a roulé les reines et qui a causé l'expropriation de cette population insulaire de leurs terres. C'est ça comment on juge, comment on considère Lambert à Mouélie. C'est une triste histoire. Le planteur Humblot, le colon Humblot, qui était en fait un botaniste du Muséum d'histoire naturelle, est venu à la Grande Comore en 1885 pour inventorier les richesses botaniques de l'île pour le compte du Muséum. Mais en fait, du compte du Muséum, il a décidé de les exploiter pour son intérêt propre. Et il a conclu à la fin de l'année 1885 un traité commercial avec le sultan Saïd Ali, traité au terme duquel le sultan le laissait libre de prendre pour lui toutes les terres incultes de l'île. C'est ainsi qu'Humblot s'est emparé de plus de 50 000 hectares, c'est-à-dire près de la moitié de la superficie de la Grande Comore. C'était un exploitant ou un exploiteur, les deux vont ensemble, et un exploitant des terres et qui avait créé la société Humblot il avait réussi avec des alliés très puissants en France. Le sultan Saïd Ali était élevé à Mayotte, donc il était francophile, donc il avait confiance à ce monsieur Humblot. Il a d'abord conforté le pouvoir de Saïd Ali en faisant l'unique sultan de la Grande Comore.
Et une fois que Saïd Ali est devenu le maître de la Grande Comore, eh bien, Humblot n'a plus qu'une idée, c'est se défaire de lui. Saïd Ali a été impliqué dans une affaire de tentative de meurtre contre Humblot. Cette affaire-là pourrait bien avoir été montée de toutes pièces par Humblot. En tout cas, la responsabilité de Saïd Ali n'a jamais été établie. Et c'est ainsi que Saïd Ali a été déporté à La Réunion. Sous la pression de la marine française et de ses navires de guerre amarrés à Mayotte comme dans le reste de l'archipel, les sultans n'ont plus d'autre choix que de rechercher la protection de la France et de ses émissaires. Qu'il s'agisse de se protéger des attaques d'autres sultans ou de menaces extérieures, cette tutelle aboutit à l'établissement d'un protectorat. Le protectorat a été officialisé à Mohéli comme à Anjouan, comme à la Grande Comore, en 1886. Au terme de ce traité de protectorat, le souverain indigène protégé délègue à la puissance protectrice un certain nombre de ses attributions de souveraineté. C'est-à-dire que la représentation extérieure, la défense, la police des étrangers, tout ceci incombe à la puissance protectrice qui est en général qui est représentée sur place par un fonctionnaire appelé résident. Le poste de résident est attribué à Léon Humblot. Alors Humblot était le directeur de la société, il était le résident, donc le sultan s'est trouvé complètement marginalisé. Là. Les planteurs sont à présent les maîtres du jeu. Ils détiennent désormais la quasi-totalité des terres exploitables des Comores. Il ne leur reste plus qu'à tirer pleinement profit de leurs appropriations. Dans la première proclamation de Passau lors de la prise de possession, les Mahorais propriétaires avaient un délai d'une lune pour faire connaître leurs droits de propriété, c'est-à-dire 30 jours. Alors évidemment, sans journaux, sans télévision, sans radio, il fallait savoir qu'on avait 30 jours pour faire connaître ses droits de propriété. Donc en réalité, il y a eu une véritable entreprise de dépossession. Nous ici, ce qu'on nous a raconté, c'est qu'on utilisait le système foncier traditionnel, soit communautaire, soit musulman, qui veut que la terre appartenant au premier occupant tout simplement. Avec des limites, de cours d'eau, de montagnes, que telle région qui va de telle montagne à tel cours d'eau appartient à telle famille ou à tel individu. Mais c'est la France qui a introduit les systèmes d'immatriculation avec des géomètres, des topographes, malgaches ou créoles ou français, avec procédures que les gens ignoraient, que si on affiche jusqu'à telle date, là c'est fini, on peut occuper. C'est comme ça que Mohéli a été occupé en fait, d'après moi. Ces immenses domaines de plusieurs milliers d'hectares exigent une importante main-d'œuvre que l'archipel à lui seul ne peut assurer. Une situation à laquelle les colons ont su apporter des solutions pour le moins particulières. On a aboli l'esclavage, mais au moment de l'affranchissement, l'esclave affranchi devait souscrire un engagement de 5 ans pour travailler dans une plantation ou pour travailler pour l'administration. C'est pour ça qu'ils étaient très réfractaires. Et à ce moment-là, on a mis au point un système de réalimentation de Mayotte par les protectorats voisins. On engageait des travailleurs théoriquement recrutés auprès des sultans de Grande Comore, d'Anjouan et de Mohéli, mais qui en réalité étaient des esclaves amenés dans ces îles après avoir été rasiés à la côte est africaine, et notamment au Mozambique et en Tanzanie, par les négociants arabes qu'on dit omanais, mais qui étaient installés à Zanzibar, et qui fournissaient
en esclaves les sultans des trois îles, à qui on rachetait, au prétexte d'engagement, les droits qu'ils avaient sur ces gens-là. Donc après, quand ils venaient à Mayotte, d'abord les planteurs se les disputaient, se les arrachaient dans une véritable foire d'empoigne à la jetée ou de déchargement de cette marchandise humaine, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom. Et ensuite, on leur donnait des contrats d'engagement dont la paye était pas toujours honorée, dont les heures de travail étaient extrêmement longues, dont les rations alimentaires étaient faibles et qui étaient plus souvent rémunérés de coups ou de véritables sévices, voire de torture, que de monnaie sonnante et trébuchante. Les engagements avaient lieu en général à bord d'un navire en présence d'un délégué de l'administration. C'est-à-dire qu'un personnage montait sur le navire, on le faisait monter car souvent c'était un esclave, il répondait Ewa à une question qu'on lui posait dans une langue qu'il ne comprenait pas, et l'engagement était conclu. Il avait signé en quelque sorte un engagement pour travailler pendant 5 ans dans les plantations de Mayotte. Et ce système des engagements a été étendu aux autres îles après l'établissement du protectorat. À la Grande Comore, les choses étaient un peu différentes parce que Humblot employait les esclaves du sultanat, puisqu'il avait fait main basse sur les biens du sultanat. À son Altesse Saïd Ali Ben Saïd Omar, sultan de la Grande Comore. Altesse, j'ai l'honneur de vous dire que j'ai reçu votre lettre d'hier et qu'elle ne m'a nullement satisfait. Depuis 3 mois, chaque jour, vous remettez au lendemain l'envoi de travailleurs, me donnant comme excuse les entraves que la politique dans votre pays met à l'accomplissement de vos engagements. Je n'ai pas à rentrer dans toutes ces affaires. Vous vous êtes engagé par traité à fournir des travailleurs à la société. Si vous ne nous donnez pas satisfaction, dès demain, je vous réclame 500 francs de dommages et intérêts par jour de retard. Signé Léon Humblot et compagnie. C'est l'influence de Humblot qui explique sans doute que l'esclavage n'a été aboli à la Grande Comore qu'en 1904. C'est à ma connaissance à l'époque le dernier territoire français, ou sous protectorat français, où l'esclavage est aboli. Et d'ailleurs, Humblot a eu beaucoup de problèmes parce qu'à la fin, quand on l'a relevé de son poste de résident, on a mis d'autres résidents à la place. Et ces résidents, comme Pobéguin, ils n'acceptaient pas les conditions de travail imposées par Humblot. Ils payaient comme ils voulaient et quand ils voulaient. Et on n'avait pas le droit de quitter le travail. On était mis en prison dans sa cave ou dans ses geôles de Dohira à Moroni. Oh là là. La Djoli, ça s'appelle, les Comoriens appellent la Djoli, et toutes les prisons s'appellent la Djoli en comorien. C'est à partir de ça, parce que c'est la première prison de la période coloniale. Dans la tradition comorienne, on n'emprisonnait pas les gens, on les bannissait. Mais c'est Léon Humblot qui a commencé l'emprisonnement. Ça n'existait pas, des prisons. On bannissait, ou bien il y avait un poteau sur la place publique, quelqu'un qui a commis une faute grave, on l'attachait là, il restait au soleil.
pendant un certain temps et puis on le libérait. Ou bien il était banni, il n'avait pas le droit de participer aux activités communautaires, au public et tout ça. Il ne pouvait pas traverser la place publique. Voilà les sanctions qui étaient en cours avant Emblo. Donc ils vont justifier la colonisation par cela en disant à chaque fois qu'on voudrait arrêter ces exactions, les colons nous disent nous avons fait un contrat avec les sultans et on n'est pas dans un pays français, on est un pays de droit musulman, sultanesque ou autre, mais c'est pas la France. Et donc ils disaient il vaut mieux coloniser, comme ça nous pourrons empêcher certaines exactions. Donc la colonisation est justifiée en partie par cela. 1912, à Moélie, comme dans les autres îles, c'est l'annexion absolue et le rattachement de l'archipel des Comores à Madagascar, où on a créé Madagascar et dépendance. Le sultanat est aboli, vous voyez, et là, on voit donc, aussi bien sur le plan administratif que sur le plan foncier, les Comoriens n'ont plus le contrôle de leur pays. C'est terminé pour moi. Alors les cultures, c'était principalement la canne à sucre et presque exclusivement. Mais en réalité, les planteurs avaient obtenu des concessions énormes dont ils escomptaient beaucoup et les moyens en main-d'œuvre étaient tellement faibles qu'on voit, quand on consulte les chiffres, que quelquefois 10% à peine de la surface concédée était effectivement plantée. Alors la spéculation principale, c'était la canne à sucre. C'était même la seule pendant très longtemps. Avec un point culminant aux alentours de 1885. La production n'a pas cessé de décroître après, et les 3 cyclones de 1898 l'ont complètement éreinté. Tout ça s'est écroulé en 3 ans, entre 1898 et 1901. Et là, les planteurs les plus entreprenants, les plus ingénieux aussi, se sont dit qu'il était temps de diversifier. Et là, donc, on a introduit en premier lieu des plantes à parfum, telles que le lemongrass, la citronnelle, le vétiver, le basilic, l'ilang-ilang surtout. Alors Chiris va s'implanter avec la société coloniale de Bambao, qui deviendra ensuite la société Comore Bambao, et ultérieurement, cette même SCB va racheter la SAGC, la Société Anonyme de Grande Comore, qui est ce qui reste des immenses propriétés, plus de 50 000 hectares concédés, de Léon Humblot en Grande Comore. Donc on peut dire que les parfumeurs grassois avaient mis une grosse main sur l'archipel. Alors les Chiris se sont implantés petit à petit. Le domaine de Pomoni a été racheté aux descendants de Sunley, le domaine de Patsy aux descendants de Wilson, ça c'est pour Anjouan. À Moélie, ça a été racheté quand la société a fait faillite vers 1935. À Mayotte, le domaine de Combagny a été racheté aux descendants du marquis de Fémoreau qui l'avait créé. Alors il reste la Grande Comore, c'est complètement à part, puisqu'il y avait une société qui s'appelait la Société Anonyme de la Grande Comore et qui a été réincorporée, qui a été rachetée avant la guerre par la Bambao.
Donc il y avait un accès maritime là pour la SCB où on embarquait les camions, suivaient jusqu'au bateau qui était en mouillage un peu plus haut avec les produits. À partir de Moëli, on envoyait à l'extérieur des produits du pays, les copras, les essences à parfum, les sisal, les fibres de sisal. Et ensuite, on faisait venir des produits manufacturés, donc les tissus, les marmites, les tôles, des produits vivriers, les riz, les sels, les sucres, etc. Donc, il y avait des échanges. Là, on est à la direction de la SCB, Société Comore Bambao, ancienne société coloniale de Bambao, à Fomboni, Moëli. La SCB a utilisé beaucoup de monde à Moëli, que ce soit dans cette région de Fomboni, mais aussi de l'autre côté de l'île, au sud, où il y avait des gens qui faisaient des plantations, qui faisaient des récoltes, qui faisaient des transports. Il y avait des menuisiers, il y avait des forgerons, il y avait un monde incroyable. Ce que la France a fait au début pour mettre les gens au travail, car en fait, surtout à Moëli, à Mayotte, les gens n'en avaient rien à faire de venir travailler. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait, il n'y avait aucune raison. Alors, on a fait ce qu'on appelle un impôt de capitation, c'est-à-dire que tous les hommes devaient payer une somme faible, mais chaque année devaient payer une somme. Donc, ils étaient forcés d'aller travailler pour avoir de quoi payer cet impôt de capitation. Je l'ai encore connu, c'était ce qu'on appelait, les Comoriens l'appelaient la tête, il faut payer la tête, ils disaient. Ceux qui pouvaient payer, ils le payaient, et ceux qui ne pouvaient pas payer, ils sont pris pendant 15 ou 20 jours pour le nettoyage, quoi, des routes. Je m'en souviens une fois, on a vu des gens ligoter, les mains derrière le dos, au moins une trentaine, et avec des gardes indigènes de chaque côté, qui les amenaient sur Combani pour les obliger à travailler. Là, effectivement, ça, je m'en souviens, mais c'était sur Mayotte. À mon époque, quand je travaillais, il n'y avait plus ce truc-là, ça a été un peu aboli, vous voyez. On obligeait les gens, mais sans les forcer. Un certain nombre de tâches habituellement assurées par l'administration sont confiées aux sociétés coloniales, comme l'entretien des routes. Il incombe à leur directeur d'en assurer l'organisation, avec le concours de la main-d'œuvre comorienne, redevable d'un certain nombre de journées de travail. La société coloniale de Bambao n'hésite pas à servir ses intérêts propres en aménageant des voies d'accès qui mènent à ses plantations. Monsieur, comme suite à notre conversation de ces jours derniers, j'ai l'honneur de vous soumettre ci-dessous notre projet d'utilisation de la main-d'œuvre prestataire pour la période actuelle. Nous sommes tout d'abord convaincus que la route comprise entre le col de Patsi et le village de Bambao offre le plus grand intérêt puisqu'elle dessert et relie à Moutsamoudou tous les villages compris sur le domaine de Nyumakele, Domoni et Bambao. Les grosses difficultés que nous avons depuis 2 ou 3 années à trouver des porteurs de Finanzan nous obligent à envisager à l'avenir un moyen de locomotion autre que celui-ci. Nous vous demandons donc
de nous laisser utiliser la moitié des prestataires prévus pour notre région. J'étais payé 35 francs comoriens à l'époque, toute la journée, de 5 h du matin à 20 h du soir. Les tâches, j'ai dit, ils étaient pléthoriques. Parce qu'il y en a qui gardaient les troupeaux, les vaches et les troupeaux des moutons, par exemple. Il y en a qui montaient les arbres pour cueillir les noix de coco. Il y en a qui montaient les arbres pour cueillir les cacao. Il y en a qui épluchaient les noix de coco. Il y en a qui les cassaient pour faire le copra. Il y en a qui distillaient les fleurs des ylang-ylang et des essences pour faire des huiles. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des vieux. Et il y avait qu'un seul Européen qui supervisait, qui était le Pacha. On m'avait toujours dit que travailler comme un millet pour rester comme un blanc. C'est-à-dire le millet, lui traînait tout, il traînait partout, il tirait le plus... On le faisait fatiguer toute la journée, mais le soir, je restais comme un blanc, bien mangé, bien couché, tranquille. Et je serais riche comme un blanc, et je serais prospère comme un blanc. Voilà, ce problème, ce proverbe-là nous a été inculqué dès la jeunesse. Vous comprenez? Alors j'avais la conviction que si je travaille dur, je vais vivre heureux plus tard. Vous voyez? Alors j'ai travaillé dans le domaine durement pour être heureux plus tard. Et ça a marché? Je ne peux pas dire que ça a marché. Ça a marché parce que je suis vivant. Ça a marché parce que je suis vivant, je ne suis pas mort. Sous les tâches rudes, sur le rudiment de l'époque. La société de Bambao était décalée dans le temps. On était encore très paternaliste. Les gens venaient nous voir, s'il y avait quelqu'un de malade, on prêtait une voiture, s'il fallait l'évacuer sur un hôpital. C'était du paternalisme. Mais ça marchait. Il faut quand même pas exagérer. Les gens n'étaient pas malheureux. Personne n'avait faim. Quand il y avait des problèmes, c'était nous qui donnions les camions pour aller chercher le riz ou des choses comme ça. C'était du paternalisme. Il n'y a pas de honte à le dire. Je n'ai jamais rencontré de colon aux Comores qui ait osé parler de mission civilisatrice. Ils ont eu cette prudence, car mission civilisatrice, c'est comme très difficile d'en parler aux Comores quand on sait l'état dans lequel ils ont mis les îles où ils sont passés. Quand on sait qu'il devait y avoir en tout et pour tout vers 1910 une cinquantaine d'élèves dans l'enseignement primaire à Mayotte, et peut-être le double pour tout l'archipel. Il y avait une amorce de lycée à Mayotte et on allait jusqu'en 3e à Moélie. Mais sinon, quand je suis arrivé, il n'y avait rien de ça. Il y avait juste un lycée à Moroni, c'est tout. Hein, et on allait jusqu'en 6e. Après, il fallait se débrouiller. Hein. Il y avait un concours pour aller au collège en 6e, ce qu'on appelle en 6e en ce moment. Bon, il y avait un concours où il y avait des candidats de Mayotte, d'Anjouan, de Moélie, de Grand Comore. On faisait un concours ensemble avec les Malgaches. Bon, le quota du collège ici était fixé à 25 élèves. Que nous soyons candidats, 30 000 ou 40 000 candidats, non, le quota c'est 25. La possibilité d'accueil, c'était 25. Alors vous pouvez être admis une quarantaine, une cinquantaine, mais on prend 25. Le reste, c'est aller au champ, ou aller à la mer, ou aller sucer le téton de ta mère, mais il n'y a pas de place pour toi. Cela veut dire que ne veut pas que nous apprenons quelque chose.
Non, moi je ne crois pas. Moi, ma philosophie en tant que chercheur dans cette histoire, c'est que la France a voulu rapidement former une élite auxiliaire. Il fallait aller rapidement et avoir des gens qui pouvaient seconder la France, être à côté de la France pour asseoir cette administration et pour servir dans l'économie des colons français, de la société, et non pas une scolarisation des masses pour toute la population. Moi, je crois qu'il faut être prudent aussi et voir... c'est une conséquence fâcheuse, malheureusement, c'est que la grande masse de Comoriens est restée longtemps ignorante, mais ce n'était pas calculé exprès pour garder les Comoriens dans cet état, mais c'était le rôle de l'éducation à ce moment-là. Il y a des rapports parlementaires établis sous la 4e République et sous la 5e sur l'état des Comores qui en disent long sur l'état des routes, l'état des hôpitaux, de l'assistance médicale indigène aux Comores. Cet archipel a été parfaitement négligé par l'administration coloniale. La France est là, il n'a rien fait. Les gens vivent comme si ils étaient à l'ère primaire. Il y a une école? Nous avons une école, mais elle compte uniquement une salle. Combien d'élèves? 40 élèves divisés en 2 classes. Pour 2000 habitants? Pour 2000 habitants. Il y a un dispensaire? Il n'y en a pas. Il y a l'eau? Du tout, il n'y en a pas. Il y a l'électricité? Il n'y a pas du tout, il n'y en a pas. Il y a des assistantes sociales? Du tout, il n'y a rien. Pendant la période où l'archipel est rattaché à Madagascar, en réalité, l'archipel est ignoré trop loin de Madagascar pour recevoir des subventions et autres. Donc l'archipel ne reçoit pas suffisamment de fonds et ne se développe pas. On le laisse à l'abandon. Il n'y a que des gens, des fonctionnaires qu'on veut punir, qu'on envoie aux Comores, quoi. En 1945, dans la foulée de l'après-guerre, vont naître les mouvements qui mèneront à la décolonisation de l'Afrique. Je salue l'Afrique, l'Afrique qui est libre, l'Afrique pour la liberté de laquelle l'homme qui vous parle a fait tout ce qu'il a pu et est prêt à continuer de le faire. Après la Seconde Guerre mondiale, les tiers-monde a bougé. Ces agitateurs du tiers-monde, Nehru et les autres, surtout en Afrique, Kwame Nkrumah, Nasser, qui ont voulu persuader au monde, et surtout à l'Europe, qu'il n'est pas bon d'être colonisé, puisque même les colonisés ont participé à libérer la France en jouant à côté du monde libre. Et donc l'Afrique a commencé à bouger, demandant une évolution. Dans les années 60, ça va s'accélérer au Sénégal, au Mali, à Madagascar, etc. L'élite comorienne allait jouer un rôle de plus en plus important au niveau de l'administration, même au niveau supérieur, c'est-à-dire à l'Hexagone même, comme à l'Assemblée nationale française, le docteur Saïd Mohamed Cheikh, comme le sénateur Ahmed Abdallah, le prince Saïd Ibrahim qui sera député à l'Assemblée nationale, Mohamed Ahmed d'Anjouan qui a joué un rôle très important aussi comme député et d'autres. Je crois que tout en commençant à prendre les affaires en main ici au niveau du territoire, à ce moment-là, on est complètement territoire à part, complètement détaché de Madagascar à partir de 1946, mais nous allons être impliqués aussi dans la gestion politique de l'ensemble de la France, c'est-à-dire la France, patrie, hexagone,
avec l'ensemble, puisqu'on est là dans les instances comme l'Assemblée nationale, comme le Sénat, comme les conseils économiques. Quand même, effectivement, il y a eu des Comoriens à ce moment-là qui ont été élus dans ces organes de l'État français en général. Décidément, 1973 aura été l'année d'un virage dans les relations entre les départements ou territoires d'outre-mer et la France. Bernard Stasi, le ministre de tutelle, ira demain visiter le plus petit d'entre eux, Saint-Pierre-et-Miquelon. Hier, il a signé à Paris un accord avec les Comores. Ce territoire accédera avant 5 ans à l'indépendance. Je suis parti 1 mois avant l'indépendance et l'évolution se faisait pas trop mal. C'est-à-dire qu'on avait cédé nos terres à Cisal, il y a eu des réformes agraires, on avait cédé les terres à Cisal, les terres repartaient, c'est-à-dire qu'on ne conservait en fait que les terrains cultivés. Donc la Bambao était la propriété à 60% de la famille Chiris, et le reste de la Bambao était la propriété de la famille Carnot, en la personne de M. Lebray. M. Lebray a désiré, dans les années 68-69, se séparer de sa participation dans la Bambao. À ce moment-là, il a revendu ses parts au gouvernement des Comores. La cession d'une partie du capital de la société coloniale de Bambao laisse présager la marche inexorable des Comores vers l'indépendance. Le 22 décembre 1974, il y a eu une consultation générale. Les Comoriens majoritairement ont voté à plus de 90% pour l'indépendance des Comores. Mayotte à moins de 50%. Voilà, le problème est parti de là. Et que les autorités françaises, pour une raison ou une autre, ont dit qu'il fallait considérer un vote île par île et qu'ils n'allaient pas obliger les Mahorais à être indépendants alors qu'ils veulent être français, alors que normalement nous faisons partie d'un même territoire avec les limites coloniale, donc un pays qui devient indépendant doit hériter de ces frontières du territoire dont la France avait toujours occupé jusqu'à la consultation. Les jeunes Comoriens sortant de la Sorbonne, qui disent, bah, voilà, les Sénégalais, condisciple à moi, qui est sorti de la Sorbonne, il est indépendant, moi je suis colonisé, ils commencent à crier, et puis Ahmed Abdallah était acculé contre le mur pour prendre l'indépendance unilatérale. La France, par son Parlement et par son gouvernement, m'ont attaqué, m'ont injurié, m'ont bafoué à cause des Comores. Et je suis croyant, le bon Dieu a jugé. Je déclare proclamer l'indépendance des Comores, et tous les Comoriens sont derrière moi, et les nations du monde sont derrière moi. Si la France veut nous entendre, qu'il laisse Mayotte avec nous, nous entendrons. C'est l'erreur politique énorme, parce que s'il n'avait pas fait cette erreur, jamais Mayotte n'aurait pu se détacher de l'ensemble des Comoriens. Voilà le problème de Mayotte qui, malheureusement, reste l'essentiel de notre conflit avec la France et qui a déstabilisé beaucoup la politique comorienne et même son développement économique. Cette situation, si elle n'est pas résolue, nous serons toujours instables avec des interrogations sur le développement de l'archipel. Décrétant unilatéralement l'indépendance au début du mois de juillet, Ahmed Abdallah est devenu en opposition avec le gouvernement français et l'on dit
aujourd'hui à Paris que ce changement brutal, 3 semaines après, a peut-être pour origine une main étrangère, et on dit même que le gouvernement français est peut-être à l'origine. Alors là, pas du tout. C'est absurde. En réalité, les affaires intérieures aux 3 îles n'intéressent plus le gouvernement français. C'est une affaire purement comorienne et que nous regardons. Aujourd'hui, façonnés par 130 années de colonisation, les Comores sont, dans bien des domaines, un pays fragilisé. Si les Comoriens ont repris possession de leurs terres et tentent de vivre de plantations restituées par les Français, la situation économique et sociale du pays reste sensible. Amputés de l'une de leurs îles et confrontés à une situation d'extrême pauvreté, les Comores parviendront-elles à favoriser l'émergence d'une élite politique nouvelle, des hommes et des femmes qui partagent un véritable désir de faire évoluer le pays vers une démocratie plus affirmée et écrire enfin la page que leur histoire attend. Voilà pour l'histoire mouvementée des Comores. Merci et à la semaine prochaine. Un événement France Télévisions. Demain soir, Pierre Palmade vous ouvre les portes de son grand restaurant. Bonsoir, je crois que j'ai réservé une table. Dis donc, toi, tu m'as fait ma réservation? Un établissement où l'humour s'invite à la table des plus grandes stars. Bonsoir, je crois que nous avons réservé une table. Je crois que j'ai réservé une table. Ah oui, tout à fait. Yes. Une comédie événement imaginée et servie par Pierre Palmade, demain soir à 20h35 sur France 2. De santé cardiovasculaire. À chaque excès, le mauvais cholestérol peut s'accumuler dans l'organisme. Il est important d'agir chaque jour. On fait tous attention à notre alimentation, c'est essentiel. Mais ce n'est pas tous les jours facile. Or, le cholestérol doit être géré chaque jour. On ne le sent pas, mais jour après jour, le cholestérol peut se déposer dans les artères. Un Danacol par jour limite l'absorption du cholestérol et le fait baisser de 10%. Alors surveillez votre alimentation et agissez avec un Danacol par jour. Danacol de Danone, avec vous contre le mauvais cholestérol. Stéphane, comment vas-tu? Bien et toi? Bienvenue. Merci. Le trajet s'est bien passé? Formidable. Eh ben, en tout cas, merci d'être dans TomTom. Bienvenue à Trappes, en Yvelines. Yvelines. Très bonne émission. Merci. Ah, ça fait plaisir. C'est intéressant et
Et ça me donne l'occasion de venir. Parce que c'est plutôt pas habituel de te voir dans ce cadre-là. Non, mais ça m'est arrivé. Je me souviens un soir de réveillon, passer une soirée de Noël dans une cité. Tu as eu le temps de garder quelques images fortes de ce passage-là, tu as eu le temps de réfléchir à ces quartiers populaires, ça t'a interpellé? Oui, parce que quand on est soi-même issu du peuple, en tout cas de quartiers populaires, on ne peut pas être indifférent. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir comment ils évoluent avec le temps. Et c'est vrai que je note, par exemple, un retour du communautarisme, par exemple. Auquel je ne suis pas habitué, moi, parce que moi, je ne fais pas de différence entre les gens, quels qu'ils soient. Mais c'est vrai que parfois, ça t'interpelle. Ça m'interpelle, oui. Tu viens de Lyon, toi, en plus? Oui, je suis né à Lyon. On était, il y a de cela quelques semaines, justement, à Vaux-en-Velin. Et je me posais la question, je me demandais comment ça avait été perçu chez les Lyonnais du centre-ville, la construction de ces grands ensembles. Je sais pas, j'entendais les gens parler de ces quartiers comme des endroits où il fallait pas mettre les pieds. Ouais, t'es jamais. Quand même. Et moi, j'y suis allé quand j'ai refait mes études à Lyon après. Pourquoi? Parce que j'ai donné des cours d'alphabétisation. J'en ai fait pendant 2 mois. Ouais. Et à l'époque, comment... C'est surprenant, mais en même temps, quand on... évidemment, moi, ça me touche et j'ai du mal à me blinder, au fond. J'ai du mal à avoir la carapace, quoi. Les problèmes des autres me touchent comme si c'était les miens. Je suis comme une éponge. C'est-à-dire que je prends tout pour moi. Et alors, c'est vrai que quand tu es derrière ton poste de télévision, que tu vois la misère du monde, tu vois tous les grands problèmes sociaux qui se posent dans notre pays, tu te dis, bon, c'est pas devant ma porte, quoi. C'est derrière le poste. Et quand tu es confronté, tu es dedans, et que chaque famille te raconte son histoire, son problème, et moi... Tu te sens concerné. Ah, mais au-delà de ça, c'est ma famille. C'est-à-dire la famille devient la mienne. Je me l'approprie complètement. Mais c'est étrange parce que l'univers de prédilection que tu as choisi au début de ta carrière, ce qui a été ta rampe de lancement, c'est complètement aux antipodes de tout ça. C'est pas vraiment des gens qui ont des problèmes ou des soucis non, pas de problème, mais ils s'intéressent aux gens qui ont des problèmes. Mais cela dit, d'accord. C'était peut-être ma façon à moi de rêver. J'ai eu envie de rêver, j'ai eu envie de m'élever socialement. Et d'ailleurs, je suis que la 2e génération qui a réussi. D'accord. Parce que mes grands-parents étaient artisans. C'est notre père qui a été... ses parents n'avaient pas les moyens de lui payer des études, donc il a quand même réussi, s'est élevé, il a bossé. Et on nous a appris il était dans le pétrole, ton père. Ouais, mais il a gravi échelon par échelon. Tu vois. Puis il était très rigoureux. Oh ouais, horrible, les garçons sévères. Mais tout ça pour dire que c'était... Oui, parce que lui considérait que l'école de la République permettait l'intégration. Puis c'était une peur aussi qu'il avait aussi de... Oui, peut-être, oui. Une crainte pour vous? Oui, sans doute. Mais surtout, c'était l'idée de s'intégrer par la culture. Et donc peut-être pour rêver, moi je me suis évadé dans un monde onirique, un monde de contes de fées, des princes, des princesses. Mais ça m'a jamais empêché de voir la réalité. Et c'est marrant parce que entre ta personnalité médiatique et la personnalité qui transparaît aujourd'hui, on a l'impression que c'est deux mondes différents. Même deux personnes différentes. Et c'est pour ça que j'ai arrêté par exemple les émissions où je parlais que des gens bien portants, tu vois, les émissions saga pour moi. Un jour, des problèmes d'argent parce qu'ils en ont trop. Et un jour, j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas ce que je voulais faire dans la vie. T'imagines, l'idée, c'était pas... c'est Stéphane Bern. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez Comment bien? vous appelez? Faites quoi à Trappes? Eh bien, on vient se rencontrer, discuter, rencontrer les gens. Ah, moi, et vous êtes qui? Moi, Issa, je suis un trappiste. Et je suis intéressé... Trappiste en humain, parce que trappiste... Pourquoi? C'est quoi la différence un trappiste, c'était un moine. Je crois qu'il vivait pas... Ça devait pas être très drôle, la vie d'un trappiste. D'accord. Je sais pas, j'ai jamais été moine, mais bon, ça doit pas être drôle. Vous avez pas des astuces pour moi pour trouver une princesse ou un truc comme ça, moi? J'aurais même pas trouvé une pour coller la peau. Je suis en galère, franchement, j'aimerais bien avoir une princesse. Attends, il y en a une que je connais, elle ressemble ressemble à... Sentimentalement, oui. Galère totale. Bon, alors attends, ça peut s'arranger. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas conseiller. C'est toi qui as l'agenda et qui a le calepin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quoi? Ok, pour trouver une princesse, en fait, il faut que tu la joues un peu plus d'époque, tu vois. Comment ça? Quoi d'époque? Je sais pas, un truc un peu épopée médiévale.